Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette huitième conférence, je continuerai mon analyse des moyens mis en œuvre par la Société pour construire l'identité nationale québécoise durant les années 20. Euh, Jusqu'à présent, nous avons examiné l'œuvre éditoriale de la Société Saint-Jean-Baptiste qui visait à mettre en évidence les héros de la Nouvelle-France et à renforcer de cette façon la conscience historique des Canadiens français. Aujourd'hui, j'aborderai un autre volet de cette stratégie de construction identitaire en m'intéressant à l'espace urbain, à la présence des héros canadiens-français dans l'espace urbain. Cette idée de marquer la ville d'un symbole fort de l'identité avait été concrétisée à la fin du 19e siècle par la construction du monument national qui devait représenter la nation canadienne-française et qui était situé au coin des rues euh, Dorchester et Saint-Laurent. Cette volonté de marquer le territoire par des édifices bien visibles sera relancée après la Première Guerre mondiale avec le projet d'ériger une croix sur le Mont-Royal. Ce projet a été présenté par Victor Morin, qui est aussi célèbre pour avoir rédigé le fameux Code Morin qui sert aux assemblées délibérantes du Québec. Évidemment, cette construction d'une croix sur le Mont-Royal visait à affirmer la, les débuts de la Nouvelle-France, c'est-à-dire montrer les racines françaises de la ville de Montréal. On voulait de cette façon reproduire un geste qui avait été posé par Jacques Cartier lorsqu'il est arrivé au Canada et qu'il a planté une croix en Gaspésie. De la même façon, Maisonneuve avait en 1643, lui aussi, planté une croix sur le Mont-Royal en signe d'allégeance ou d'attachement à la foi catholique. Alors, évidemment, il fallait financer ce projet de construction et pour ce faire, la société a émis un timbre de 5 sous qui s'intitulait le timbre de la Croix du Mont-Royal et qui fut vendu par les 85 000 enfants des écoles catholiques de Montréal. Cette campagne de financement permit d'amasser les 10 000 premiers dollars qui lancèrent le projet de construction. Cette construction a été confiée à l'entreprise Dominion Bridge. Et à la fin, lorsqu'elle fut complétée, elle a coûté 36 000 dollars. Cette croix avait la particularité d'être une croix illuminée par 240 ampoules. Et évidemment, pour alimenter ces ampoules, on a fait appel à la compagnie Montreal Light, Heat and Power, qui avait déjà le contrat d'éclairage des rues de Montréal. L'entretien de la croix était par ailleurs très coûteux parce qu'il fallait remplacer constamment ces ampoules. Et donc, le Conseil général de la Société va décider en 1930 d'offrir la croix à la ville de Montréal qui, par la suite, prendra en charge les coûts de rénovation et d'éclairage. Et donc, depuis 1924, le ciel de Montréal est éclairé par cette croix qui fait désormais partie de son image de marque et qui représente l'appartenance catholique des Canadiens français. Pour stimuler la conscience historique et l'ancrer dans l'espace urbain, la société va aussi entreprendre d'ériger plusieurs monuments pour honorer des héros du Canada français. On va d'abord vouloir réhabiliter les patriotes et la société, à cette fin, fera ériger un monument au pied du courant sur lequel on a gravé une inscription, une devise qui est révélatrice de l'esprit de l'époque. Alors, on écrit « Vaincus dans la lutte, ils ont triomphé dans l'histoire ».
Victor Morin fera aussi apposer une plaque commémorative à la gare Windsor où avait été célébré le premier banquet de la Saint-Jean en 1834. Autre entreprise, en 1927, le Conseil général va lancer une souscription pour financer un monument en l'honneur de Louis-Hippolyte Lafontaine, monument qui sera érigé à l'entrée du parc qui porte son nom sur la rue Sherbrooke. Ce monument sera inauguré le 28 septembre 1930. Et il y a un autre monument qui agaçait les nationalistes à Montréal, c'était la colonne Nelson qui dominait la place Jacques-Cartier. Et donc, la SSJB, pour concurrencer l'influence de cette représentation de la domination britannique, va financer l'érection d'un autre monument, celui-là à la mémoire de Jean Vauquelin, qui était officier de la marine française et qui avait plusieurs fois vaincu la marine anglaise et en particulier, il avait réussi à briser le blocus de Louisbourg en 1758. Mais la société ne s'est pas arrêtée à ces constructions pour raviver la conscience historique des Canadiens français. Elle a aussi mis de l'avant un autre projet très original et particulièrement audacieux. Dans les années 30, elle a commencé la publication de timbres-poste. On sait que les timbres, tout comme la monnaie d'ailleurs, sont des marqueurs importants de l'identité nationale. D'une part parce qu'ils sont présents dans la vie quotidienne des citoyens et d'autre part parce qu'ils rappellent les caractéristiques de la nation. Ils effectuent en quelque sorte une forme, appelons-la subliminale, d'éducation nationale et ces éléments font accepter les valeurs historiques et culturelles qui sont propres à cette nation. C'est un processus de socialisation qui a pour effet d'imprimer dans la conscience collective des images, des personnages et des événements qui ont jalonné l'histoire d'un pays. Et donc, ils vont, la monnaie et les timbres, avoir pour fonction d'activer le sentiment d'allégeance implicite à la nation. Et ils véhiculent le patriotisme, l'histoire du pays et le respect des institutions. Et donc, au Canada, évidemment, l'émission des timbres-poste était l'apanage de l'État canadien, de l'État fédéral. Et l'État canadien, dans sa production de timbres, mettait en évidence, évidemment, les représentations symboliques de la monarchie britannique. Et c'est dans ce contexte, donc, que la société va prendre l'initiative de se substituer à l'État canadien pour donner aux Canadiens français une autre vision de l'histoire de leur pays. Et donc, ils vont utiliser des timbres pour mettre en valeur les héros du passé et l'appartenance française. Je rappelle ici qu'on est à une époque où la pensée de Lionel Groulx prédomine dans les milieux nationalistes et la devise de Lionel Groulx était Notre maître le passé, qui visait donc à enraciner la conscience collective dans l'esprit religieux français de la Nouvelle-France. Alors, du côté canadien, on mettait en vedette la monarchie, puisque les timbres étaient à l'effigie de George V, George VI, on représentait le Blue Nose, l'édifice du Parlement et quelques pairs de la Confédération. Il n'y avait que deux Canadiens français parmi les effigies représentées sur les timbres, soit Jacques Cartier et Georges-Étienne Cartier. Et il faudra attendre jusqu'en 1958 pour qu'un autre héros de la Nouvelle-France soit inscrit sur les timbres, soit Champlain, qui va faire son apparition sur un timbre canadien. Je rappelle aussi que les timbres et la monnaie, à l'époque, étaient unilingues anglais, et forcément, les nationalistes qui défendaient le bilinguisme se sont battus pour que les timbres et la monnaie portent la représentation de la langue française. Les timbres, ce sera une victoire en 1927, et pour la monnaie,
Ils obtiendront gain de cause en 1936. Alors, la Société va donc amorcer ce processus de publication de timbres en 1932 et elle va s'adresser au ministre des Postes pour qu'il émette un timbre célébrant le centenaire de l'incorporation de la ville de Montréal. C'est un thème qui n'avait rien de compromettant et pourtant, le ministre Arthur Sauvé répondit que cette demande était inacceptable. Et je le cite, il ne serait pas sage, écrit-il, d'émettre des timbres à l'effigie de personnes autres que la reine ou le roi. Alors, la société, devant cette rebuffade de l'État canadien qui refusait d'illustrer ses timbres postaux par des événements reliés au Canada français, va donc décidé de prendre elle-même l'initiative. C'est le notaire Alphonse de La Rochelle qui va lancer ce projet de substitution à l'État canadien et qui va convaincre la société de produire et de diffuser des timbres historiques qui vont représenter les principaux héros de notre histoire nationale. Ces timbres vont donc avoir pour but de raviver la mémoire des figures et des épisodes glorieux de notre histoire. On va d'abord commencer en 1934 en commémorant le centenaire de la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste et on émettra un timbre à l'effigie de Ludger-Duvernay. À cette occasion, on va encore faire une demande à la Poste canadienne pour que la Poste imprime ces timbres à l'effigie de Duvernay. Cette requête sera, elle aussi, refusée. Et donc, devant ces refus répétés, on va imprimer une première édition de 500 000 timbres. Par la suite, donc, dans les années qui suivent, la Société va émettre 66 timbres différents entre 1934 et 1997. Ces timbres seront distribués à plusieurs millions d'exemplaires. Alors, on y retrouvait des représentants, évidemment, de l'Église. Il y a environ 30 des timbres qui mettent en vedette des évêques. On y trouve aussi des timbres qui font référence à l'histoire politique du Canada français, puisqu'on va célébrer la bataille de Saint-Denis, la bataille de Saint-Eustache, Louis-Joseph Papineau. On pourrait se demander à quoi pouvaient bien servir ces timbres. On les utilisait en fait pour sceller les lettres et aussi pour illustrer du papier à lettres. Et en fait, c'est la Poste canadienne qui va servir à diffuser les images représentant l'histoire glorieuse du Canada français. La société était très, très soucieuse du respect de l'histoire et en particulier lorsqu'il s'agissait de la production de timbres commémoratifs. Et donc, en 1927, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la Confédération, le gouvernement canadien avait décidé d'émettre un timbre où étaient représentés côte à côte Wilfrid Laurier et John A. Macdonald. Ce timbre, donc, a été cloué au pilori par le président Léon Trépanier, qui critiqua cette bourde historique parce que cette représentation de la Confédération était totalement incongrue et contraire à l'histoire dans la mesure où Laurier n'était pas un père de la Confédération et pire encore, Laurier avait été un des opposants à l'adoption de la Constitution canadienne. Et donc là, la société va proposer au gouvernement canadien de remplacer la figure de Laurier par celle de Georges-Étienne Cartier pour respecter l'histoire. Lorsqu'il s'agit de commémorer la Confédération en 1927, on assistera à un imbroglio, un froid qui va se manifester entre Henri Bourassa, qui était le chef de file des nationalistes, et la Société Saint-Jean-Baptiste. Cet événement est intéressant parce qu'il révèle les tensions internes à la Société Saint-Jean-Baptiste en ce qui concerne l'attitude à adopter vis-à-vis la Constitution canadienne.
Alors, la Société avait invité le célèbre orateur à prendre la parole au parc Jeanne-Mance le 1er juillet et lui avait dit qu'il avait la totale liberté d'expression. Bourassa va donc en profiter pour émettre certaines réserves sur l'évolution de la Confédération. Il va critiquer en particulier l'impérialisme de la politique canadienne de défense, euh, thème d'ailleurs qu'il utilisait, qu'il développait depuis la fin du 19e siècle. Il n'y avait rien de nouveau dans cette critique. Et il va aussi critiquer les atteintes aux droits historiques et constitutionnels des Canadiens français. Il faut rappeler évidemment ici l'abolition du français dans les écoles publiques de l'Ontario et aussi le déclin ou l'affaiblissement de la présence du français dans la fonction publique fédérale. Donc, c'était des critiques relativement légitimes pour l'époque. Alors, en fait, ce que faisait Bourassa, il rappelait les contradictions de la réalité canadienne. Alors, il y avait par contre certains nationalistes qui, eux, étaient de fervents partisans de la Confédération et qui vont juger ce discours intempestif et condamnable. Et donc, il y a un désaccord qui va se manifester au Conseil général parce que le Conseil général va être obligé d'adopter une résolution pour corriger cette impression de déloyauté manifestée par ce chef de file du Canada français qui était Henri Bourassa. Alors, je cite ici un extrait de cette résolution parce que c'est intéressant dans la mesure où ça nous indique quels sont les principes qui guident l'action de la SSJB. Je cite, la SSJB continuera à s'inspirer des traditions de ses fondateurs en prêchant partout la fidélité au roi et à l'Église, l'harmonie entre les races qui composent notre dominion, le respect des lois et la confiance envers les gouvernants. Alors, évidemment, on admettait que la Confédération n'était pas parfaite, mais on refusait de souffler sur les braises de la désunion. Dans la prochaine conférence, je me propose de compléter cette analyse de la stratégie de construction de l'identité nationale en examinant comment on a fait adopter le 24 juin comme fête nationale, ainsi comment on a procédé à l'adoption du drapeau fleur de lysée, qui sera le principal représentant de l'identité canadienne-française. Merci de votre attention et à la prochaine.